Bonjour, c'est le deuxième webinaire de la matinée, nos webinaires bimensuels. Ça porte sur les innovations en matière de déclassement des installations du réacteur de laboratoire de Chalk River. Alors, les LNC reconnaissent respectueusement que le site se trouve sur le territoire non cédé de la nation algonquine et Anishinaabe. Nous reconnaissons et apprécions leur lien historique à cette terre et en tant que gardien défenseur coutumier du bassin versant et de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Nous reconnaissons et apprécions également les contributions que toutes les Premières Nations, les Métis et les Inuits ont apportées et continuent à apporter au façonnement de ce territoire que nous appelons maintenant le Canada. Nous reconnaissons, respectons et cherchons à mieux comprendre l'histoire, les droits, les titres autochtones uniques sur les terres où nous travaillons. Avant de donner le coup d'envoi, il convient de noter qu'il y a donc de l'interprétation simultanée. Vous pouvez écouter la session en français en cliquant sur l'icône Globe en bas de votre écran. La session d'aujourd'hui devrait durer environ 15 minutes. Questions-réponses à la fin. Vous pouvez soumettre vos questions en utilisant l'icône questions-réponses en bas de votre écran également. Alors, notez que nous enregistrons ces sessions parce que nous les publions sur notre chaîne YouTube après. Et si vous rencontrez des problèmes techniques, envoyez un courriel à ermstakeholder@cnl.ca. Nous cherchons également à évaluer nos webinaires. Alors, après le webinaire, vous recevrez un courriel contenant un lien envers donc une enquête de 10 questions. Alors, on serait très reconnaissant de lire vos réponses. La présentation d'aujourd'hui sera animée par Patrick Mansfield. Patrick est le directeur de projet de l'exécution des programmes de déclassement. Il travaille chez nous depuis 16 ans et il supervise finalement le déclassement de plusieurs bâtiments sur le site, y compris donc les installations de soutien. À vous, Patrick. Bonjour. Mike a fait l'introduction. Je m'appelle Patrick Mansfield. Je m'occupe de plusieurs des projets de déclassement d'édifices de soutien, des laboratoires, et il me fait plaisir donc de vous parler des innovations qu'on apporte dans les activités de déclassement. Une historique sur le bâtiment 204. Le bâtiment 204 a été conçu et construit au milieu des années 40 pour permettre le stockage, la manutention et des barres de combustible du réacteur NRX qui a commencé à fonctionner le 22 juillet 1947. Le NRX a été utilisé pour la recherche en physique nucléaire, la production d'isotopes médicaux et les essais de combustible de matériaux de réacteurs. L'objectif était le stockage du combustible usagé. Les barres de combustible étaient retirées du réacteur et les barres étaient conservées dans le bassin pendant une période de refroidissement d'au moins 6 mois et ensuite transférées dans les dissolveurs situés dans les bâtiments 220 et 200, où ils étaient traités en vue de la récupération du plutonium et de l'uranium. Alors, qu'est-ce qu'on faisait dans le bâtiment 204? Alors, il était conçu pour soutenir le fonctionnement des réacteurs NRX où les barres de combustible usés et les matériaux irradiés étaient traités sous l'eau afin de les protéger contre les champs de rayonnement élevés. L'eau de ces bassins, 2000 mètres cubes d'eau qui est devenue contaminée, a été clarifiée, filtrée pour réduire la turbidité, concentrant les contaminants radioactifs dans l'équipement de filtration, dans ce qu'on appelle la salle Bauer. Alors, on a ajouté
un moyen d'isolation 1954 qui a permis de retirer les barres de combustible défectueuses pour donc un examen additionnel. En 1957, on a fait donc un réaménagement de 59 à 61. Donc, on a fait cela pour qu'on puisse finalement les utiliser à d'autres fins. Le bassin départ a été divisé en réservoirs d'eau déionisée pour le réacteur et le bassin. Alors, comme je viens de dire, le bassin départ J a également été finalement divisé en réservoirs d'eau déionisée pour le réacteur et le bassin. Le bassin D bar X est utilisé pour traiter donc les barres de combustible destinées à l'extraction du plutonium. Et donc, on a pu faire donc de la recherche essentielle dans le domaine de la science et des matériaux et de la conception des combustibles. Alors, préparer le déclassement. Depuis la fin des opérations, on a vécu plusieurs campagnes de décontamination et de campagnes de caractérisation pour qu'on puisse finalement avoir les informations qu'on a aujourd'hui. Les campagnes de nettoyage ont été effectuées au début du siècle, mais la contamination continuait. Les taux de dose étaient assez élevés, étaient un grand défi pour ces aires. La salle Bowser dont je vous ai parlé, qui était une salle de filtration, connaissait beaucoup de défis d'entretien et ça menait donc un risque de contamination pour certains tuyaux qui restaient intacts. Alors, l'air d'isolement connaissait donc des taux assez élevés parce qu'ils disposaient de leur propre système d'isolation. D'autres activités qui ont été effectuées, l'élimination finalement d'équipements et l'installation de nouveaux systèmes temporaires pour protéger les travailleurs. On a donc installé une roulotte pour les travailleurs et installé également d'autres équipements pour assurer l'accès aux aires à risque élevé. Qu'est-ce que nous avons appris donc? Alors, nous avons pu comprendre par le travail de caractérisation le niveau de contamination dans l'ensemble de l'installation, l'utilisation de robotique dans plusieurs aires dans la salle de filtration, dans la salle Bowser, finalement, nous ont permis de minimiser l'exposition au rayonnement. Alors, on a également effectué des examens des édifices pour les stabiliser. On a également décontaminé les murs. Nous avons donc adopté des stratégies axées sur l'évaluation de risque pour stabiliser le niveau de contamination avant le déclassement.
Alors, ça nous a permis finalement d'établir une liste de leçons apprises que nous avons utilisées pour, euh, pour évaluer finalement les pratiques exemplaires. Maintenant, on commence par les petites tâches et finalement, les tâches deviennent de plus en plus compliquées au fur et à mesure qu'on progresse. J'aimerais prendre un instant pour vous parler des défis, des principaux défis auxquels nous avons été confrontés et comment nous avons réglé ces problèmes. Je vous ai dit finalement que nous avons appris beaucoup de leçons. Alors, nous avons été confrontés à des champs de rayonnement élevés autour des barres vides. Ça nous a mené donc à regarder l'équipement qui existait, qui pourrait finalement protéger le travailleur, donc pour nous permettre de faire le travail à distance. Alors, nous avons, nous nous sommes penchés sur comment et supprimer ces systèmes sans exposer les travailleurs à la contamination élevée. Alors, la contamination était un véritable problème. Il fallait faire en sorte qu'on puisse endiguer la contamination, qu'on puisse protéger les travailleurs. Il fallait tenir compte donc des tâches effectuées de manière euh, à distance. Nous avons également trouvé des façons pour finalement pour vérifier les résultats. On avait besoin finalement de vérifier l'utilité des solutions. Donc, c'est là où on est allé chercher donc de nouvelles méthodes innovatrices. On s'est rendu compte qu'il fallait donc contenir certains agrégats dans les airs lors de la démolition. Donc, on a trouvé des solutions à cela également. Alors, parlons maintenant de la salle Bowser. Alors, nous avons donc identifié plusieurs problèmes. Les données historiques ont révélé que l'équipement de traitement était fortement contaminé, en particulier les filtres, les vannes, les pompes et la plomberie, qui contenaient tous les niveaux élevés de contamination. Et ça a été identifié par nos évaluations préliminaires. Alors, les travaux de caractérisation invasive étaient dangereux. La complexité de l'enlèvement de ces structures sans libérer la contamination interne a posé des risques supplémentaires car l'enlèvement manuel dans un espace confiné a augmenté le risque de perforation et de déchirure des vannes et ça pourrait finalement finalement exposer le personnel à la contamination. C'était un grand défi. Pour construire un point d'accès sûr et efficace à la salle contaminée sans devoir faire travailler dans un espace confiné, nous avons donc positionné des SICAN à l'extérieur de la salle qui créaient une entrée contrôlée. L'équipe a percé une ouverture depuis l'un de ces séquences vers la pièce. Nous avons créé un passage, un couloir qui a permis l'entrée d'un robot Brock. Brock est un nom dont je vais parler pendant cette présentation. Et on va voir le robot en chair et os. Alors, ces robots finalement nous ont permis de manipuler, de traiter les déchets sans exposition humaine directe. Compte tenu de niveaux élevés de contamination, cette installation a permis d'enlever et de traiter les déchets à distance en toute sécurité, réduisant
les risques d'irradiation pour le personnel. La phase de planification a donné lieu à des réunions de développement en collaboration avec des techniciens de terrain, des experts dans la matière, des représentants de l'ingénierie et de l'équipe innovation. Prochaine diapo, je vous prie, Mike. Je vais vous montrer maintenant une vidéo pour vous montrer le travail qui a été effectué. Et ce qu'on voit tout d'abord, c'est le travail qu'on a fait pour préparer le site pour offrir un accès, l'installation du SICAN. Alors, on a créé donc un lieu sûr pour que les travailleurs puissent travailler avec les robots Brock. Ici, on voit donc l'espace confiné, que c'était très difficile finalement d'y travailler pour manuellement éliminer l'équipement. On voit le bloc et l'équipe et la machine qui est très efficace. Tout cela se fait de manière à distance. Alors, on voit finalement une vidéo de ce que fait le robot et on voit le robot éliminer l'équipement et ensuite on peut recouvrir les murs d'un revêtement et là on voit comment on a nettoyé la salle Bauer. La salle est maintenant complètement vide. Tous les tuyaux ont été enlevés et tous les déchets ont été emballés et sont destinés finalement au site d'élimination. Alors, l'aire d'isolement maintenant, alors c'était un grand problème également pour nous, un grand défi. Alors, le système de recirculation dans le sous-sol, comme je viens de vous dire, permettait la recirculation de l'eau sans contaminer donc d'autres sources d'eau. On savait finalement, on connaissait l'histoire de cette aire et on savait qu'il fallait faire la décontamination. On savait également qu'il fallait éliminer le système de manière convenablement droite. On voit des photos donc du scannage qu'on a fait avec les sondes à distance pour détecter les zones où les tuyaux étaient contaminés à un niveau élevé. On avait des particules dans les tuyaux qui devaient être traitées de manière non traditionnelle, sans impliquer les travailleurs. Ça nous a mené donc à élaborer un plan de travail pour couper et drainer le système pour pouvoir déployer de l'équipement robotisé. Alors, je me devance. Ça c'est la prochaine diapo. Je vous prie, merci. Alors, la vidéo vous montre le travail qu'on a fait récemment. On voit donc la planification qu'on a effectuée. Ça nous a permis d'identifier les zones d'échantillonnage de coupure et d'utilisation des robots. On voit ici donc le personnel qui utilise des sondes à distance pour détecter donc la contamination considérable ou importante. Alors, on a maintenant ces informations sur les sources de contamination élevées. On a mobilisé une équipe pour, drainer le système et pour enlever ce qu'il fallait être enlevé. Le tuyauterie et la pompe ont été retirés comme prévu. On a donc éliminé tout cela en utilisant le robot.
Alors, on a éliminé le plomb également. Ça a été stocké convenablement. C'est un déchet secondaire et la salle elle-même a été couverte d'un fixateur de anticontamination. Même si nous n'avons pas effectué d'évaluation de doses dans la salle, depuis, on pense que les taux seront beaucoup plus bas qu'avant. Alors, vous venez de voir les airs, comme on appelle A, les airs A. On savait qu'il fallait donc un blindage solide. Euh, On savait que les fuites dans les murs rendaient impossible une simple décontamination, donc on a utilisé le Brock. Alors, les airs étaient reliés au bâtiment NRX par une tranchée souterraine, donc ça nécessitait une barrière physique pour empêcher le déversement de matériaux. Alors, nous avons adopté une solution innovatrice pour utiliser les barrières pour sceller la tranchée. La grande surface finalement nécessitait un équipement spécialisé. On ne pouvait pas tout simplement utiliser l'équipement normal. Donc, l'équipe est allée chercher une option innovatrice qui était l'utilisation du Brock pour remplir le gravier. Alors, le processus de planification consistait à établir un alignement sur l'état final provisoire en sélectionnant un système de pulvérisation de résine polyurée M25 pour appliquer une couche d'un quart de pouce dans les airs. Les techniciens de terrain ont été formés à l'utilisation du robot Brock et du système de pulvérisation M25. Donc, on a modifié le bloc pour permettre la pulvérisation. Comme j'ai déjà dit, on a élaboré donc un système de caméra de visualisation à distance pour soutenir le robot Brock pendant les activités de pulvérisation. Alors, les travailleurs n'étaient même pas dans la même salle, ils étaient dans une remorque à l'extérieur. Prochaine diapo, je vous prie. Comment est-ce qu'on se prépare à ces activités à haut risque? On fait des maquettes. La phase de maquette consiste à excaver une zone de taille réelle à l'aide d'équipements lourds pour imiter l'air et l'aménagement de l'air. Ça permet aux opérateurs d'acquérir de l'expérience et de valider l'approche. On fait des tests densimétrie pour atteindre la densité voulue et pour réunir les données nécessaires pour les travaux futurs. La pulvérisation à distance a également été réalisée à l'aide du robot Brock à l'intérieur de la maquette, ce qui a permis de vérifier l'approche et de fournir des données précieuses pour les performances du pulvérisateur. On voit en bas à gauche, donc, nous qui remplissait finalement le pulvérisateur et ensuite on remplit finalement l'air de gravier. On a le compacteur en verre. Les opérateurs utilisent l'équipement à distance pour faire fonctionner le compacteur et le pulvérisateur. Et ensuite, on a pu vérifier comment ça marchait.
Ça nous a permis de comprendre finalement le temps nécessaire pour remplir de gravier. On a pu former nos opérateurs pour une opération en réel. Prochaine diapo, je vous prie. À droite, on voit donc une aire où on a pulvérisé le revêtement. Avant d'installer le gravier, on voit l'opérateur qui pilote le pulvérisateur. On pulvérise du gravier. Ensuite, on peut faire intervenir le robot de compactage et on peut vérifier donc l'épaisseur nécessaire. L'intention est d'assurer l'intégrité structurelle dans chacun des aires. Il y a beaucoup de travail de préparation qui a été nécessaire. On a dû installer donc une barrière. On a connu des problèmes avec le pulvérisateur. Donc, on a dû utiliser une grue pour charger le gravier et pour le pulvériser finalement dans les coins éloignés. Prochaine diapo, je vous prie. Pour ce qui est des RJ, c'était la deuxième phase, le deuxième défi. On avait appris beaucoup de notre première campagne. On l'a appliqué aux RJ. Alors, il y avait certains problèmes émanant de l'emplacement. On n'a pas pu utiliser le bloc de la même façon. Donc, nos techniciens sur le terrain ont trouvé des manières innovatrices pour pulvériser les murs en utilisant un système sur rail. Donc, il y avait le pulvérisateur qui est monté sur les rails pour faire le revêtement approprié. On a également fait des scénarios avant. Des essais, ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'après la pulvérisation, l'équipe est munie d'un drone qui fonctionne à distance et on peut faire voler le drone dans l'air pour montrer la pulvérisation et le revêtement qui a été appliqué. On peut donc finalement détecter la contamination, l'épaisseur du revêtement, etc. Alors, les airs sont assez longs. Il y a un mur entre les deux. Il fallait trouver une façon pour déplacer le gravier depuis l'extérieur à partir des deux fenêtres vers l'air extérieur. Alors, l'équipe a trouvé donc des solutions innovatrices pour leur permettre finalement d'ajouter le gravier un peu partout. Dernière diapositive, et on va le voir dans la vidéo, les RJ ont des bassins, dans l'édifice à côté. On n'a pas pu les remplir de gravier, donc on a adopté une approche innovatrice. On a trouvé une approche innovatrice pour pomper le gravier à distance dans ces zones difficiles d'accès. Prochaine diapo, je vous prie. Alors ici, en une visualisation, ou une vidéo finalement d'utilisation du drone. Voici le bloc, le pulvérisateur dessus. Là, on voit le drone à nouveau qui vérifie le revêtement approprié dans un peu partout. Alors, pour qu'on ait atteint l'épaisseur nécessaire et pour détecter le dose, il y a
Alors, on a pu vérifier finalement le niveau de contamination et on a pu finalement évaluer l'état final de l'espace. Alors ensuite, il y a les RX. On est à la diapo 24, je pense. 24, merci beaucoup. Alors, les RX étaient inaccessibles. C'était un des problèmes. On n'avait pas de fenêtre et les RX sont plus grands que les RA et J. Nous avons donc trouvé des solutions pour l'étanchéité et le blindage. Alors, la géométrie complexe de la zone nécessitait l'utilisation du robot Brock, mais il y a beaucoup d'angles morts qui nécessitaient une inspection minutieuse par caméra à distance. Donc, on a dû trouver une solution pour installer le Brock dans l'air pour appliquer le revêtement M25. À l'étape de la planification, on a collaboré avec l'équipe d'innovation, des planificateurs et le personnel de terrain, avec l'équipe d'ingénierie également. On travaille avec l'équipe d'innovation pour monter un scanner 3D sur un chien robot et on a fait fabriquer une combinaison anti-contamination sur mesure pour le chien. C'était un équipement très cher. Il fallait le protéger. Alors, l'ingénieur de terrain a conçu des protections pour soutenir le niveau de charge et pour nous permettre de déployer le Brock. Quand on a terminé l'application du revêtement, il a fallu donc ajouter le gravier. On a dû donc trouver une façon également pour installer le coulis. On y travaille. On est sur le point finalement de passer à l'étape de l'exécution. Je vais passer à la prochaine diapo pour vous donner une idée de comment fonctionne le robot, le chien scanner robotisé. On voit donc un scanner 3D qui nous donnait finalement une carte intégrale des airs eux-mêmes, comme vous voyez. Donc, ici, ça nous donne des informations sur les endroits durs d'accès. Et comme vous voyez, donc, il y avait des petits creux. C'était problématique avoir ces informations à l'étape de la planification. Finalement, nous permettait finalement de travailler avec les informations concrètes et de faire la planification informatisée par la suite. Voici le modèle en 3D. Ça nous permet finalement de prendre des mesures également. Alors, ce travail a été effectué il y a un an. Nous avons maintenant un plan qui a été élaboré. On est à quelques semaines du commencement de l'application du revêtement. Ensuite, on va passer à l'étape du déploiement donc du coulis dans les airs pour compléter les travaux. Alors là, il y a quelques vidéos du système sur rail, le bloc installé sur des rails et le bloc qui pulvérise le revêtement M25. Là, on voit une visualisation du drone avec sa cage protectrice déployée dans les airs à nouveau.
Alors, c'est tout. Merci, Mike. Je voulais remercier tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Il me faisait plaisir de vous parler donc des manières innovatrices pour nous finalement de solutionner certains problèmes. J'aimerais remercier le personnel qui nous appuie dans nos entreprises, dans nos tâches, l'équipe de technique, l'équipe sur terrain, les ingénieurs. Alors, ils font donc un travail hors pair et j'apprécie finalement leur niveau d'innovation pour que ça soit plus sûr pour nous de travailler. Ça nous permet de travailler plus rapidement et à moindre coût également. Et je pense que ça pourrait finalement s'appliquer à d'autres projets également. Merci beaucoup, Patrick. Une bonne présentation alors de solutions innovatrices. Alors, c'est un moment très occupé pour votre groupe, n'est-ce pas? Alors, maintenant, c'est à vous. Vous pouvez poser vos questions par le biais de la fonction questions-réponses et on va commencer avec vos questions. Alors, pourriez-vous nous donner une idée finalement des doses avant et après les mesures d'atténuation? Je préfère ne pas, ne pas deviner et de ne pas estimer finalement les doses. Alors, il me ferait plaisir finalement de vous communiquer les améliorations. On pourrait peut-être vous dire qu'on a réduit la contamination de 8% dans bien des endroits, peut-être plus, et je pense que c'est la meilleure approche. On pourrait également offrir ou envoyer des réponses par écrit après, quand on enverra les liens vers les vidéos. Si quelqu'un demande une réponse technique, on pourrait certainement envoyer une réponse par écrit, leur donner des pourcentages, etc. C'est de 80, enfin une réduction de 80 à 90%. Alors, nous avons fait des évaluations et on peut finalement marcher sur les airs sans être exposé à la contamination. Quel type de travail allez-vous faire maintenant? C'est l'élimination de d'autres installations. Il y a des tuyaux, il y a le HVAC, la plomberie, les tuyaux d'évacuation qui doivent être caractérisés, supprimés et emballés convenablement. Et tout ce travail est en préparation finalement de l'élimination de la structure supérieure. On ne veut pas devoir démolir un édifice où les baies n'avaient pas été décontaminées. On les blinde, en les protégeant, en les remplissant. On peut passer donc à la deuxième phase des travaux. Merci beaucoup. Alors, très bien. Prochaine question maintenant. Pourriez-vous expliquer ce que c'est le M25? C'est quoi? Ça se compare à quoi exactement? Alors, en termes simples, je vous dirais, on applique cela aux véhicules. C'est un revêtement très dur qui ne peut pas se déchirer facilement, qui résiste aux impacts et qui peut résister également à une pression considérable. Donc, la pression finalement du gravier, du coulis, par exemple, c'est un peu comme un revêtement inférieur. Merci. Merci beaucoup. Travaillant avec les drones et les chiens robotisés, avec beaucoup de machines intéressantes, est-ce que vous avez connu des surprises ou les défis en travaillant avec ce genre d'équipement?
C'est une bonne question. Merci beaucoup. J'ai fait de mon mieux pour vous montrer les défis. On a trouvé des lieux où on s'est rendu compte que nos plans n'allaient pas fonctionner tout simplement à cause de la structure de l'édifice. Il y avait des alcôves en pente, il y avait des endroits vraiment durs d'accès. En faisant les inspections, on pouvait vérifier ce qu'on voyait sur les dessins en 2D. Ces dessins sont assez vieux. Ça nous donnait finalement une visualisation actualisée finalement de l'air. Et quand on passe à l'étape de l'exécution, des fois, les plans finalement sont défectueux. Et ça, c'est finalement à cause de l'usure de l'équipement, mais nous avons des plans d'extraction, d'évacuation, tout cela est planifié d'avance. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à cette question. C'est une question assez large, assez complète. Merci. Alors, merci beaucoup. Deux ou trois autres questions que j'aimerais vous poser, qu'on vient de recevoir. Quel type de compétences techniques finalement dispose l'équipe? Alors, notre équipe de techniciens sur le terrain qui pilote l'équipement. Alors, l'équipe de techniciens sur le terrain, finalement, qui pilote les machines de pulvérisation sont des travailleurs techniques, mais cet équipement n'est pas très commun dans l'industrie. Quand on adopte une nouvelle technologie, on fait beaucoup de recherches sur l'équipement, on parle aux fournisseurs, aux fabricants pour comprendre comment la machine fonctionne, pour comprendre les problèmes qui pourraient survenir. Ensuite, on passe à l'étape de planification et on s'entraîne à répétition et on essaie de prévoir tous les scénarios qui pourraient se produire. Ensuite, il y a l'équipe d'innovation, alors composée d'ingénieurs, de ex-opérateurs au réacteur. Et comme j'ai dit tantôt, ils adoptent la même approche, ils travaillent avec le fabricant pour comprendre la machine, l'appareil avant de les acheter. Quand on les achète, on fait de la recherche sur le fonctionnement, on lit le manuel de fonctionnement et on s'entraîne à nouveau. Merci beaucoup. Alors, d'autres questions maintenant? Est-ce qu'il y avait beaucoup de contamination aérienne dans les airs? Généralement parlant, la plupart, c'était sur le sol. Il y avait une contamination minière qui a été trouvée. On n'envoie pas les travailleurs dans les airs pour faire de l'échantillonnage de contamination. On a pu finalement détecter la contamination par l'entremise des chiens robotisés. Mais il y a eu donc un nettoyage aux années 60. Certains de ces airs finalement ont reçu un nouveau revêtement inférieur et on a fait un nettoyage donc dans certains endroits. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de contamination. Dans certains lieux, il y avait de la contamination. On était au courant de cela. On a géré cela de la meilleure façon possible. Très bien, merci. Très bien.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez finalement de réutiliser finalement le blindage comme colis? Un des avantages qui découle de l'utilisation de M25, c'est qu'on peut utiliser un colis CSM et le gravier. Ça nous, ça nous permet finalement de réutiliser ces matériaux. Si on fait la vérification appropriée, on peut l'utiliser pour à d'autres fins, un autre endroit également. On a tout fait pour assurer finalement la propreté de ce matériel. Donc, on peut l'utiliser, c'est un déchet finalement de faible radioactivité. Ah. Alors, deux autres questions. C'était une bonne présentation parce qu'il y a beaucoup de questions, Pat. C'est très bien. Une question sur la décontamination sur les robots, les drones que vous avez utilisés. Est-ce que c'est difficile de les décontaminer pour pouvoir les réutiliser? Est-ce que c'est un problème? Alors, le drone, finalement, donc, comporte une cage qui peut rentrer en contact avec la contamination. La cage peut être décontaminée de manière facilement et on fait une inspection pour détecter la contamination. Pour le robot, le chien robotisé, on a ajouté finalement un revêtement de protection pour éviter la contamination. Alors, la décontamination n'est pas problématique. On peut, on est appelé à décontaminer des composantes beaucoup plus difficiles à décontaminer que cela, mais finalement, ces chiens robotisés, etc., deviennent un déchet. Est-ce que vous envisagez finalement de commercialiser les applications? Est-ce qu'il y a d'autres installations nucléaires finalement qui en prennent note? Alors, c'était une bonne question. Nous avons une équipe de commercialisation ici à Chalk River, finalement, qui garde un œil sur le travail d'exécution qu'on effectue dans les laboratoires et dans les établissements qui sont en train d'être déclassés. Et quand on travaille avec nos partenaires dans l'industrie nucléaire, on leur parle finalement du bon travail qu'on fait à Chalk River et ça pique l'intérêt des autres et on espère qu'on recevra de nouvelles demandes des partenaires tels que OPG, Pickering, Darlington, Bruce, Port Elgin. La réponse est affirmative. Alors, on sait ce qu'on fait. Alors, on utilise les conférences et les webinaires pour communiquer les innovations qu'on déploie. Et notre objectif est, dans un avenir proche, finalement, de commercialiser nos solutions. Merci, c'est fantastique. On vous donne une pause. Je sais que vous avez un léger rhume, donc on va terminer là. Alors, si on n'a pas pu répondre à vos questions, on va vous envoyer les réponses par écrit. On va vous envoyer un lien pour la vidéo. Ça sera envoyé à tous les participants au webinaire. On va envoyer les liens et les réponses à tout le monde. Alors, avant de terminer, un petit rappel. Je vous encourage à prendre le temps de répondre au sondage qu'on va vous envoyer après le webinaire d'aujourd'hui. Une fois qu'on enverra les liens vers l'enregistrement et les réponses, envoyez-les à tous ceux qui pourraient être intéressés. Si vous avez des questions, si vous souhaitez prendre contact avec nous, envoyez donc un courriel à armstakeholder@cnl.ca. Merci Patrick.
de votre présentation, beaucoup d'innovations dans votre domaine et il nous a fait plaisir de vous permettre de présenter ça au grand public aujourd'hui. Ces webinaires sont une bonne façon pour nous de mettre en relief les innovations, les travaux à Chalk River. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, c'est la fin et bonne journée.